Salut à tous et bienvenue pour cette Alter JT du mardi 11 avril 2017. Et si c'était François Fillon qui accédait sur le trône de fer des élections présidentielles françaises? À la peine dans les sondages, criblé par les différentes affaires, François Fillon peut paraître le grand perdant de cette élection. Et pourtant, il s'accroche. Alors pourquoi? Rappelons-le, François Fillon, le candidat des Républicains, était le très grand favori de cette élection. Un boulevard lui était destiné. Un Front National très important qui lui promettait un front républicain en cas d'accès au deuxième tour, une gauche complètement divisée et dévastée par le quinquennat socialiste, un électorat centriste plutôt mollasson et qui était lui aussi à coquiner avec le pouvoir socialiste. Tout présageait une victoire très florissante pour François Fillon et pour le candidat des Républicains. Mais l'on sait que François Fillon a lui-même sabordé sa campagne par ses nombreuses corruptions et collusions avec le monde des affaires. Et pourtant François Fillon s'accroche. Il s'accroche et depuis le mois de mars, il a de très grandes chances d'accéder au deuxième tour des élections présidentielles. Pourquoi? Il se base sur les analyses et les critiques que l'on peut faire sur les sondages. Et oui, en effet, les sondages, qui le donnent d'ailleurs maintenant 4e homme derrière Jean-Luc Mélenchon, sont complètement faussés, on le sait bien. Lui a une analyse qui se base sur Filteris. Filteris qui est un institut canadien qui analyse la campagne présidentielle française depuis le départ. Et Filteris se base sur des techniques proches de celles de Cambridge Analytica, dont on avait déjà parlé dans l'Alter JT, et qui scannent en fait l'activité sur les réseaux sociaux. Filteris est une agence de web réputation et Euromédiation, un cabinet conseil en méthodologie. Pas d'échantillon cible, pas de questions orientées, pas de redressement des sondages hasardeux. Le moteur de recherche et les algorithmes d'analyse vont prendre une mesure du buzz en y ajoutant une part de sentimentalité pour rendre compte des valeurs positives ou négatives sur les différents candidats. Yet, this is complex to do, and as a consequence, most communication companies today still segment their audiences by demographics and geographics. But when you pause for just a moment, this is a really ridiculous idea. The idea that all women should receive the same message because of their gender, or all African Americans because of their race, or all old people, or rich people, or young people to get the same message because of their demographics just doesn't make any sense. Clearly, demographics and geographics and economics will influence your worldview. But equally important, or probably more important, are psychographics. That is an understanding of your personality, because it's personality that drives behavior, and behavior that obviously influences how you vote. Et Filteris donne depuis mi-mars François Fillon talonnant Marine Le Pen dans la plupart de ses analyses. Et c'est ça qui fait que François Fillon s'accroche à sa candidature. Ça et le fait aussi que les sondages en France sont un tout petit peu faussés. On le sait, les sondages se sont régulièrement trompés dans les élections présidentielles. En 1981, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est à 30% dans les sondages la dernière semaine. Pourtant, au premier tour, il est derrière François Mitterrand. En 1995, les socialistes sont dévastés. Pierre Bérégovoy s'est suicidé. Ils n'ont que très peu de députés à l'Assemblée nationale. Et pourtant, Lionel Jospin arrive en tête avec 23%. Et on présageait que Édouard Balladur était le grand favori. C'est Jacques Chirac qui passe devant de lui. En 2002, on le sait, Jean-Marie Le Pen arrive à la surprise générale, la dernière semaine, à passer devant Lionel Jospin. Les sondages en France se basent sur la technique des quotas. On va se baser sur l'INSEE et créer une espèce de panel, un panier de la ménagère d'ailleurs des sondages, pour pouvoir avoir une analyse assez fiable de la population et de leurs intentions de vote. Dans un premier temps, les sondages se faisaient en face à face, puis par téléphone, et maintenant ils se font par Internet. On sait que poser une question interfère sur la réponse. En plus de la manière dont poser les questions et de choisir les questions, il y a un autre problème, un autre facteur qui peut énormément modifier le résultat des réponses au sondage, c'est l'enchaînement des questions. Et ça, en psycho, c'est très étudié, ça s'appelle l'effet d'amorçage. Et en fait, selon les questions d'avant, la vibe émotionnelle dans laquelle elles vous mettent, vous allez avoir des réponses complètement différentes, ou positives ou négatives. Alors, se baser sur des réponses par Internet est-il crédible et fiable? François Fillon, là aussi, se repose sur ce constat. On sait qu'une grande partie de l'électorat filloniste n'a pas accès à Internet, est plutôt âgé, que cette population est démographiquement de plus en plus importante.
On l'a vu qu'elle s'est réveillée la dernière semaine des primaires. Et ces gens-là qui ne peuvent pas participer au sondage vont aller voter. Ils vont aller voter et ils vont peut-être faire la différence. François Fillon s'accroche aussi à cette réalité démographique. Alors si c'était lui, si c'était François Fillon, et si ses analyses étaient pertinentes, si François Fillon accédait à la présidence de la République, si c'était François Fillon, ce serait une catastrophe. Malgré des vidéos chocs toute l'année dans les abattoirs d'Alès ou dans l'Hérault, la condition animale est le grand absent de la campagne présidentielle. Le collectif Vazara, situé dans l'est de la France, interpelle les différents candidats sur cette question très importante. Le collectif Vazara est ici aujourd'hui pour dénoncer le spécisme qui fait d'innombrables victimes chaque seconde. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous inviter à réfléchir sur votre positionnement éthique envers les animaux. Vegan, anti-spéciste, animaliste et radicalement abolitionniste. On fait moins de visuels chocs, on est plus en dialogue pour la jeunesse, les politiques aussi on essaye de rentrer dans le milieu, de se faire connaître, etc. Donc ouais, je définirais ça, on est tout autant abolitionniste, animaliste que L214 ou Life France, mais voilà quoi, discours différent. On essaye justement, on a un groupe de pensée qui essaye de démarcher tous les candidats, de leur faire ratifier une trentaine de propositions à intégrer dans leur programme. Donc c'est en cours, ce que je vous dis, ça date du mois de novembre 2016, donc on est encore en plein démarchage, il y en a plein qui n'ont pas répondu. Mais sur la page du collectif, vous pourrez voir les avancées candidat par candidat. Pour les éleveurs en particulier, donc on a fait une manifestation au salon de l'agriculture. Tout de suite sur la page 269 Life France, ils sont venus nous insulter pour la plupart. Donc ils aiment pas trop. Ils se défendent d'ailleurs, quand on a fait une manif pour l'abattoir de Houdan, on avait une contre-manif en face d'éleveurs qui venaient nous embêter, on va dire ça gentiment. Ils sont plutôt agressifs. On vient attaquer leur gagne-pain en même temps. Alors nous, on n'est pas là juste pour dénoncer, on apporte aussi des solutions. On voudrait les amener à une culture végétale. Donc, il y a tellement d'avantages. Du coup, mais ils sont pas tous prêts. Il y en a qui sont prêts et qui viennent en parler, mais très peu. C'est un très petit pourcentage. Quel que soit le type d'élevage, la finalité est toujours la même. Planifier la courte et triste vie des individus depuis l'insémination de leur mère jusqu'à leur assassinat. Bio, intensif, extensif, les animaux ne sont pas des ressources à notre disposition. Aucun animal d'élevage ne dépasse l'adolescence lorsqu'il est envoyé aux abattoirs. Le problème, ce n'est pas la méthode d'élevage, le problème, c'est l'élevage. Le problème, ce n'est pas la méthode d'abattage, le problème, c'est le génocide permanent d'animaux vivants, un éternel Treblinka. Aujourd'hui d'ailleurs, vous demandez aux gens d'aller chasser leur viande. Il y en a combien qui vont le faire? Il y en a combien qui iront les égorger eux-mêmes? Et là, ouais, il y aura vachement plus de véganes. Aujourd'hui se déroulait le deuxième procès des faucheurs de chaises. En effet, après celui de janvier de John Palais, c'est au tour de Florian Compin, des Amis de la Terre, de comparaître devant les juges pour avoir fauché des chaises dans les banques BNP. Cette action non violente de fauchage de chaises tend à dénoncer le fait que la banque parisienne, la BNP, fait ses profits, essentiellement un tiers de ses profits, dans les paradis fiscaux. Près de 3 milliards d'euros sont ainsi cachés et volés à l'État français.
Et pourtant, faire ce procès, c'est à l'hôpital qui se moque de la charité, tant la BNP explose sous le nombre de procédures dans le monde. En Argentine, elle a un procès pour avoir fait disparaître 1 milliard de dollars des comptes de ses différentes filiales. En Espagne, c'est son siège social qui est accusé de fraude fiscale. Elle est aussi inquiétée en Suisse puisqu'elle accueille le compte bancaire de la femme de Jérôme Cahuzac, ceci secrètement et sans aucune transparence. On se souvient aussi de l'affaire de l'embargo cubain et iranien dont l'État américain avait sanctionné la BNP, qui ne respecte définitivement donc pas les règles. C'est donc vraiment un scandale de dénoncer les militants intermondialistes non violents sur cette question. Un reportage en direct de Xavier Renoux qui va nous faire vivre un petit peu cette action qui a eu lieu ce midi. Voilà, on est devant le siège de la BNP à Paris, dans le cadre de l'action de solidarité avec Florent Compin et les faucheurs de chaises. Je vous laisse voir ce qui se passe en ce moment. La police ne sait pas bien quoi faire. Hop, il y a un camion de matériel qui est en train de défaire tout un tas de barrières police. On est bien devant le siège de la BNP que voici, qui est largement protégé par des palissades métalliques et des CRS qui se sont déployés tout le long. Et on a finalement opté pour une chaîne humaine. Chaîne humaine qui pour l'instant ne bloque rien du tout, mais montre la détermination d'un mouvement populaire citoyen à dénoncer l'impunité en matière d'évasion fiscale et l'évasion fiscale elle-même organisée de manière industrielle par les banques. La BNP en premier lieu. Yep. On a la police qui est en train de sécuriser la voie. Il y a une dizaine de camions de CRS qui sont garés devant la BNP. Le trafic n'est pas encore interrompu. On va aller voir quelques désobéissants qui participent à l'action. Hop. Hop. Voilà, on commence le sit-in. Chaque matin à l'école. Aujourd'hui, le dérèglement climatique est amorcé et il s'aggrave jour après jour. Et il s'aggrave notamment à cause de projets qui sont soutenus et financés par la BNP. Nous sommes dans notre rôle, et c'est l'histoire qui nous jugera, nous sommes dans notre rôle quand nous agissons pour dénoncer cela et pour favoriser la transition écologique et sociale qui nous permettra de relever le défi climatique. Nous sommes dans notre rôle quand nous agissons même en désobéissant, si nous pratiquons la désobéissance civile, en agissant de manière non violente, en agissant à visage découvert, en assumant nos actions. Nous sommes dans notre rôle quand nous pratiquons la désobéissance civile, car ce sont des actions qui révèlent des situations d'injustice qui sont aujourd'hui très graves. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation exceptionnelle. Les plaintes et les procès intentés par les multinationales contre les citoyens qui osent dénoncer leurs agissements se multiplient. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est nous mobiliser en soutien à Florent Compin, nous mobiliser en soutien aux faucheurs de chaises, mais c'est construire aussi un mouvement plus général de la société civile. Les multinationales essaient de faire elles-mêmes la loi. Or, nous sommes censés être en démocratie et ce sont les citoyens qui doivent faire la loi et nous sommes les premiers responsables et les premiers garants que la loi soit juste. Aujourd'hui, bien des lois sont injustes en ce qui concerne l'évasion fiscale et en ce qui concerne l'environnement. C'est à nous de réagir. Voilà pourquoi nous sommes dans notre rôle. Voilà pourquoi nous avons raison de nous mobiliser aujourd'hui et depuis plusieurs semaines en soutien au procès de Florent Compin. Merci beaucoup pour tout cela. C'était John Palais, bien sûr, de ANV COP21, Alternativa et BC.
John Palais a été jugé en janvier dernier du coup, salarié aux amis et a échappé à la condamnation. et particulièrement sur la campagne finance. Donc là, on est en train de bloquer la route devant le siège de la BNP Paribas, banque bien connue française qui pratique l'évasion fiscale. Ok. Point mort. Tu la prends par les pieds. Ah tiens. Yo. Alors, application d'une célèbre technique de résistance pacifique, le poids mort. Rémi, t'aurais pu leur montrer la tortue? On avait le temps là. Allez, Hop. Bon, ça va. Superbe. Yop. La police. Ouais. Hop. Ça chauffe de partout comme on le voit. Il y a 147 agences de la BNP qui ont été visées en France depuis ce matin. Donc quelques dizaines à Paris, mais également en province. Le procès de Florent Compin a commencé à Bar-le-Duc. Pour l'instant, la police se comporte à peu près correctement avec le bazar. Non. Ah. Alors un message pour Stéphane Tardis, si tu nous écoutes et si tu nous regardes. Alors tu es en direct sur l'Alterjité. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord qui tu es et ce que tu fais là? Alors je suis Annie Lamère, conseillère régionale d'Île-de-France et je suis là pour soutenir mes camarades et notamment celles et ceux en l'occurrence qui passent au tribunal aujourd'hui. Et je pense que ce sont des lanceurs d'alerte. Et ensuite j'accompagne cette action puisqu'il me semble qu'il faut arrêter avec l'évasion fiscale. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais la preuve si, il y en a de l'argent. Et cet argent-là sert à beaucoup de choses, et notamment à foutre en l'air le climat, foutre en l'air notre planète. Et en tant qu'élu écologiste, c'est un truc qui me touche vraiment. Pourquoi est-ce que les élus n'arrivent pas à sanctionner la BNP et à en finir avec les pratiques Moi, je pense que les élus, en tout cas à l'Assemblée nationale, on le voit notamment dans cette campagne, ils se tiennent les uns les autres et ils sont là pour s'occuper des lobbies, pour mettre en place des lobbies, mais pour les aider à les mettre en place. Donc pourquoi faire ça? Pourquoi leur privilège? Pourquoi mettre en l'air leur privilège? Est-ce que la démocratie, telle qu'elle existe aujourd'hui, a vraiment le pouvoir d'arrêter les multinationales comme les banques? Peut-être qu'elle existe aujourd'hui, non. Donc tant que le peuple n'aura pas vraiment le pouvoir, on n'y arrivera pas. Merci. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, puis à demain pour un prochain Alterjité. Salut!